BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et allez, à 8h17, c'est Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Fort de résultats assez bluffants que vous avez publiés il y a une heure, qui je pense vont être salués par les marchés parce que vous dépassez souvent les anticipations. Un produit net bancaire en hausse de 13,5%, un résultat net aussi en hausse, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais vous allez me le dire. 20%. De 20%. 2 milliards 19,7%. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est ce qu'on appelle le fameux effet de ciseau que vous maîtrisez si bien encore, c'est-à-dire que les produits, les gains sont largement supérieurs à la hausse des coûts. Les revenus croissent plus vite que les coûts. Ça, c'est un engagement que nous avons pris, engagement financier dans notre plan 2025, d'avoir cet effet de ciseau au moins de 2 points tout au long de notre plan 2025. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné au premier trimestre, notamment la partie forcément trading, la partie aussi banque d'investissement, banque des entreprises? Alors il y a d'abord une surperformance évidente par rapport aux concurrents, tant américains qu'européens qui ont déjà annoncé leurs résultats. C'est cette banque de marché, cette banque de grande clientèle, corporate et institutionnelle, là avec une croissance à plus de 50%. J'ai 60% même. 60%, oui. Ouais. Et au final, sur le pôle CIB, des résultats qui croissent pratiquement de 100%. Donc c'est le résultat de quelles opérations? D'abord d'un travail fait par les équipes de CIB depuis maintenant plusieurs années, de se renforcer sur les métiers actions. C'est les opérations d'intégration d'Exane qui est faite sur ce trimestre et les opérations de développement de notre activité qu'on appelle de prime brokerage, de services aux hedge funds avec des technologies, des investissements technologiques. Et ça a donné son plein effet au premier trimestre. Et ça veut dire que, puisque c'est du hedge, enfin des hedge funds, etc., et du trading, ça veut dire que c'est pas forcément impacté de manière négative par le retournement des marchés auxquels assistent aujourd'hui. Ces activités sont des activités qui portent sur les actions, le plus souvent. Et donc ces intervenants, ces clients, les hedge funds sont des clients, ont besoin de se couvrir, ont besoin de services liés aux actions. Et puis il y a la deuxième dimension, c'est la couverture de tous les autres risques. Les risques de change, les risques de taux, les risques de matières premières. Et dans cette période, il y a eu beaucoup de demandes de nos clients corporate sur ce type de couverture, d'où la forte progression aussi des activités de taux, de change et de matières premières. C'est formidable, c'est très résilient. C'est-à-dire même quand les marchés s'inversent et baissent comme aujourd'hui, dans ces activités-là, parce qu'on a besoin de se couvrir justement, on continue d'avoir de bonnes performances. Exactement, et je crois que c'est la force du modèle de BNP Paribas, qui est un modèle très diversifié sur plusieurs zones géographiques. Et dans les périodes de gros temps, on est quand même dans une période où les conditions économiques ont changé. Dans les périodes de gros temps, le groupe sort toujours très bien, tire très bien son épingle du jeu. Dans le financement des entreprises, comment vous voyez l'évolution? On a tous une petite appréhension sur ce que va devenir l'économie mondiale. On a vu le ralentissement de l'économie française, 0% au premier trimestre. Pour l'instant, tout ce qui est activité de fusion, d'acquisition, ça continue quand même à bien progresser. La French Tech, c'est la même chose. Est-ce que vous redoutez peut-être quand même, compte tenu de la conjoncture, une forme d'attentisme, de prudence? Alors déjà, il y a vraiment un contexte qui a changé, donc ça, il faut être attentif. On voit que les anticipations et la consommation a baissé au premier trimestre, c'est ce qui rend cette croissance nulle sur ce premier trimestre. En revanche, les investissements des entreprises ont continué à croître. Sont solides. L'exportation se porte bien, et moi je pense vraiment, c'est ce qu'on observe dans notre fonds de commerce, c'est que la situation des entreprises aujourd'hui est meilleure qu'avant la crise sanitaire. Mais ça peut continuer quand on voit que la consommation des ménages ralentit, quand on voit que les taux d'intérêt montent. C'est vrai, vous avez raison, il y a un décalage aujourd'hui entre l'optimisme et la bonne santé des entreprises et puis la conjoncture. Est-ce que ça peut longtemps rester divergent? Alors il y a plusieurs facteurs de soutien très importants. Le premier, c'est quand même la croissance embarquée en 2021. Cette croissance embarquée, elle fait mécaniquement 2% de croissance en 22. Deux, il y a quand même les mesures de soutien budgétaire, et en particulier sur les ménages les plus fragiles, et c'est nécessaire, et je crois que le gouvernement a décidé ou va décider encore de nouvelles mesures. Trois, on a quand même l'épargne qui a été engrangée. Chez BNP Paribas, dans les banques commerciales, c'est 500 milliards de dépôts, plus 8% sur un an. Et enfin, il y a la nécessité d'investir. D'investir dans quoi? Dans les transitions, dans le repositionnement de ces supply chains, de ces chaînes d'approvisionnement, mais aussi dans la transition énergétique. Donc ça, c'est des moteurs très forts de soutien de l'investissement des entreprises. Alors on a parlé effectivement des activités de marché, des activités de financement des entreprises. La banque de réseau maintenant, on prédit sa fin depuis très longtemps. Et puis on a l'impression que vous résistez à tous les assauts, les néobanques à faire quasiment classer. Maintenant les fintechs, notamment le paiement fractionné,
Bah, c'est pas grave, vous faites la même chose, vous rachetez les acteurs comme Floa. La banque de réseau, finalement, elle est solide. Mais c'est un modèle qui se transforme, qui s'est déjà beaucoup transformé, qui va encore beaucoup continuer à se transformer. Il y a deux choses à avoir en tête. C'est un métier qui va s'appuyer beaucoup sur la technologie. On reviendra sur l'investissement fait avec Floa. Et c'est un métier aussi qui s'appuie beaucoup sur la qualité de l'expertise humaine des conseillers. Il ne faut jamais oublier que depuis la crise, en 2 ans, nous avons une demande supplémentaire de rendez-vous avec nos conseillers dans les agences de plus de 5%. Ouais. Donc plus l'anxiété ou les incertitudes ou l'inquiétude augmentent, plus il y a une demande de réassurance humaine. Pourtant, moi, je crois beaucoup à cet équilibre-là. Pourtant, on va parler franchement, Thierry Laborde, dans le contact, dans l'expérience client, la banque de réseau, c'est sans doute celle qui donne encore, pas forcément BNP Paribas, toutes les banques, l'impression d'être un peu en retard, c'est-à-dire d'avoir encore un comportement un peu d'administration. L'administration, vous êtes un peu dur, parce que les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé. On le voit d'ailleurs dans les perceptions de nos clients. Nos clients sont très attachés à leurs conseillers bancaires. Les taux de satisfaction des conseillers bancaires en France sont supérieurs à 80%. Ouais. Mais il faut investir, développer de la technologie pour aider le conseiller dans son approche de ses clients et puis surtout investir dans les compétences. On va beaucoup investir dans la formation de nos conseillers. Il y a dans toutes les banques commerciales en Europe de grands plans de formation pour justement mieux comprendre les nouvelles transitions et en particulier les sujets de finances durables et de transition énergétique. On va en parler. Mais alors juste sur Floa quand même que vous avez acquis, qui est quand même le numéro 1 du paiement notamment fractionné, de la nouvelle manière de faire du crédit. C'est comme des acteurs mondiaux là qui arrivent. Hein. C'est pas comme les néobanques. C'est des acteurs puissants. Est-ce que vous pourrez leur résister parce que de plus en plus de consommateurs sont attirés par ces paiements 3, 4, 5 fois, soi-disant gratuits, qui est souvent payé par les marchands. Est-ce que là, la concurrence n'est pas plus coriace? Alors la concurrence, bien sûr, est importante, mais nous avons, cette capacité de savoir intégrer une fintech dans un grand groupe comme BNP Paribas, en conservant l'indépendance entrepreneuriale de la fintech, ça c'est très important, à lui offrir une vision long terme. Il ne faut jamais oublier qu'une fintech, autrement, elle doit lever des fonds très régulièrement. Ouais. Elle est dans une logique très court-termiste. Ouais. Là, on lui offre une vision très long terme et surtout la capacité à se développer à l'international en s'appuyant sur notre réseau de banques internationales ou de crédit à la consommation à l'international avec le CTLM. Il n'y a pas un risque de surendettement là, des ménages avec ces offres très faciles de paiement fractionné? Alors il faut le faire de façon très responsable et je crois d'ailleurs que la régulation européenne, dans le cadre de la directive qui arrivera en 2024, va aménager, en tout cas bien réglementer ce secteur et c'est une bonne chose. Nous avons une logique de distribution de ce type de produit très responsable. Floa le faisait déjà de cette façon-là. Floa, c'est aujourd'hui un paiement fractionné sur 3 en France. C'est 27% de croissance sur ce premier trimestre en nombre de clients. Et pour nous, l'enjeu, c'est d'amener cette société à 3,4 millions de clients aujourd'hui en France, à 12 millions de clients à horizon 2025. Ah oui, la feuille de route est... Exactement, c'est une belle feuille de route pour les équipes de Floa. Vous parliez de la transition écologique, c'est évidemment une priorité pour vous, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, évidemment, c'est vous qui allez orienter les flux d'investissement vers la transition. C'est un enjeu pour vos clients aussi. Alors c'est d'abord un enjeu pour nos clients, et il faut le dire, c'est les clients qui font leur transition énergétique. Ouais. Nous sommes là pour les accompagner, alors c'est intéressant faciliter parce que cette transition. Vous avez annoncé la création justement d'un groupe de transition low carbone, avec plusieurs centaines de vos collaborateurs qui vont être dédiés pour accompagner les grandes entreprises dans cette transition. C'est le rôle d'un banquier, ça? Un banquier, c'est un banquier conseil dans le métier de banque d'investissement. Donc là, on a 250 spécialistes qui vont être spécialement formés pour trouver des solutions, voir ce qui se fait sur un secteur et pouvoir le proposer à un client. Par exemple, dans l'innovation, dans l'hydrogène vert, on a aujourd'hui créé une expertise très forte. On a une équipe spécialisée sur tout ce qui est hydrogène vert, c'est-à-dire issu d'énergie renouvelable, la biomasse et d'autres types d'énergie. Et donc, on a un savoir-faire dans ces domaines qu'on veut mettre à disposition de tous nos clients qui doivent réaliser cette transition. Mais j'insiste bien, c'est eux qui la réalisent. Nous sommes là pour les accompagner et lever aussi des financements, puisqu'on va mettre sur la table de l'ordre de 350 milliards d'euros à horizon de 2025 pour financer ces transitions. C'est aussi un enjeu pour vous. Vous savez que les investisseurs regardent de près où les banquiers investissent. Est-ce que petit à petit vous retirez de l'économie carbonée? Il y a débat, parce que d'abord on voit bien qu'au cours des derniers mois, ceux qui ont investi dans le pétrole, même dans le charbon, ont fait beaucoup de profits. On a vu Warren Buffett ce week-end qui s'est moqué un peu des puteurs de gazelle de Wall Street, qui ne veut plus investir dans le pétrole alors que lui investit. C'est quoi votre position là-dessus? Notre position, elle est claire.
et d'ailleurs elle sera clarifiée dans quelques minutes, puisqu'on va annoncer, on va publier à 9h je crois, notre premier rapport d'alignement pour le climat. C'est-à-dire comment notre portefeuille d'activité, notre portefeuille de crédit va tendre progressivement vers le net zéro en 2050, en nous fixant des objectifs très court terme à 2025 sur 3 secteurs. La production d'électricité, le pétrole et le gaz et l'automobile. Ouais. Et pour revenir au pétrole et au gaz, c'est pas sortir. Parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Bien sûr. Et ça flambe. Mais c'est choisir ceux qui transitionnent, c'est choisir les entreprises de ce secteur où on va baisser notre intensité et nos financements sur la partie, ce qu'on appelle upstream, sur la partie exploration, production de matières fossiles, et ensuite faciliter le financement d'énergie renouvelable. À l'horizon de 2025, sur notre mix énergétique, c'est 66% financé sur les énergies renouvelables. C'est plus de 30 milliards en 2025 contre 18 milliards aujourd'hui. Mais concrètement, parfois, face à vous, à la place d'avoir moi, vous avez Patrick Pouyanné. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui dites, Patrick, il faut arrêter d'investir dans les champs de pétrole et de gaz ? Pas du tout. Je crois que Total Energy est quelqu'un qui a bien pris conscience de la nécessité de cette transition. Il nous dit aussi, Patrick Pouyanné, il faut arrêter d'être naïf, on a besoin de continuer à investir dans le pétrole et le gaz, sinon le baril sera à 300 ou 400 $. Sans doute dans le gaz plus que le pétrole, parce qu'on sait bien, et tous les experts nous le disent, le gaz est un élément clé pour cette transition, mais Total Energy investit énormément dans les énergies renouvelables. Ouais. Et d'ailleurs, le changement de nom de Total en Total Energy est là pour bien l'illustrer. Bon, merci Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, d'avoir été l'invité de Good Morning Business, une heure après la publication de vos résultats trimestriels.